par son absence. Désormais, il est aisé de comprendre que M. Mamadou Aliou Keïta n'a jamais rencontré Mme Aïssatou Bari au stade, plus forte raison, exercer sur elle un acte de pénétration sexuelle comme défini par les dispositions sur le viol. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, tout le long du procès, tout le long des débats, les dires et les déclarations de Mme Aïssatou Bari n'ont jamais été confirmées par qui que ce soit. Il n'existe non plus de témoins ni d'indices concordants et plausibles pouvant soutenir la thèse du viol pour asseoir la conviction de votre tribunal. Au demeurant, tout porte à croire que c'est surtout le fiasco du mariage projeté de sa nièce ou de sa jeune sœur et en représailles, Monsieur le Président, qu'elle aurait fortuitement accusé Mamadou Aliou Keïta, sûrement aperçu dans le pick-up des gendarmes du côté de la station de Dixine Rond-Point lors de la débandante au stade et le sauve qui peut. Monsieur le Président, le viol est une infraction matérielle. Comment peut-on vous convaincre? Comment pouvez-vous comprendre que ce jour, nous ne pouvons pas contester peut-être qu'il n'y a pas eu viol au stade. En le disant peut-être, on peut ne pas se tromper. Mais, Monsieur le Président, l'infraction de viol est une infraction intentionnelle et qui se prépare. Comment M. Mamadou Aliou Keïta, ce jour-là, qui est venu avec ses chefs, avec ses amis, qui n'est pas descendu de leur pick-up, si un transport judiciaire, comme d'ailleurs l'a demandé M. le procureur, avait été effectué, je pense que, Monsieur le Président, votre tribunal serait davantage convaincu et séduit le tribunal par les arguments. Oh, combien de fois juste, Monsieur le Président, réel et réaliste, soutenu jusque-là par mon client, M. Mamadou Aliou Keïta. Tout le monde connaît ici le stade du 28 septembre. Tout le monde sait qu'en face du stade, il y a une station. Mon client a déclaré ici que c'est dans l'enceinte de la station que leur véhicule a garé. Et que celui qui détenait l'arme, qu'on appelle le Cougar, ses amis sont descendus. Quelques minutes avec la masse, ils se sont réembarqués précipitamment, ils sont revenus à leur base. Monsieur le Président, dans ces circonstances, qui peut, moi, me convaincre? Qui peut vous convaincre, Monsieur le Président? En dehors de simples affirmations, il semblerait que, on dirait que, qui peut vous convaincre que M. Keïta peut avoir le temps de réfléchir à une femme en ce moment, Monsieur le Président? Même pour réfléchir à une femme, il faut avoir le temps, Monsieur le Président. Chaque chose a son temps. Comment M. Mamadou Aliou Keïta peut réfléchir? Et il y avait tellement de jeunes filles ce jour-là au stade, de jeunes dames belles au stade. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu viol, Monsieur le Président, mais l'imputabilité. Comment Mamadou Aliou Keïta peut avoir le temps? Cibler cette dame, quitter l'arme qu'il sécurisait, aller dans la foule, se saisir de cette dame, Monsieur le Président, la déshabiller devant tout le monde et exercer le viol sur elle, notamment la pénétration sexuelle, Monsieur le Président. Vous pensez que c'est tout le monde qui doit avoir tout le monde nu? Le corps humain est sacré, Monsieur le Président. Mais ça, c'est banal. Il y a même une question de bon sens. Ce n'est pas n'importe qui peut voir n'importe qui nu.
M. Mamadou Keïta va se mettre nu ce jour-là devant tout le monde là-bas. Se déshabiller devant tout le monde, déshabiller, bon, excusez-moi, une vieille femme devant tout le monde. Alors que nous avons les dames en foison, M. le Président. Et satisfaire un besoin. Je dis non et non, M. le Président. Cela est impossible. C'est impossible, M. le Président. Ce jour-là, M. Mamadou Keïta était effectivement à la station, dans leur véhicule, commandé par une mission légale. Il n'est pas parti là-bas de lui-même. Et c'est lui qui sécurisait le véhicule pendant que tous ses amis étaient descendus. Je ne pense pas que dans ce tohu-bohu, dans cette pagaille, où ça tire, je n'ai jamais vu quelqu'un, M. le Président, où je n'ai jamais appris, c'est dans ce procès et ici dans cette salle que moi j'ai appris, que quand même on tire dans tous les sens, quelqu'un peut avoir le temps, prendre une femme, aller à l'air libre et tenter de se satisfaire. Ça, on a entendu beaucoup de mensonges dans cette affaire, M. le Président. C'est regrettable. Le mensonge ne fait pas avancer un pays. Il faut être honnête et sincère. Ce dossier devait être filtré. Le pauvre, depuis 14 ans, il est systématiquement embastillé. Vous savez pourquoi? Parce que simplement, il s'est rendu compte que Assi, qui est lié à Aïssatou Bari, ne pouvait pas faire son affaire dans l'avenir, ne pouvait pas se marier avec celle-là. C'est le règlement de compte. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas autre chose. Cette dame-là, elle va de confusion en confusion, de contradiction en contradiction. On ne peut pas me dire, moi je refuse de l'accepter, et je ne l'accepterai jamais, M. le Président. Personne ne peut me convaincre ici. Quand j'entends les gens dire ici, ah oui, lui il a reconnu son violeur, ah oui là. Bon, M. le Président, le palais du peuple m'appartient. C'est pour moi. Et je veux le vendre. Celui qui est prêt, il vient avec moi, je vais le vendre. Mais c'est un mensonge gros. Comment je peux devenir propriétaire du palais du peuple? Comment je peux le mettre en vente? Comment on peut accepter que cette dame-là fasse des informations gratuites, mensongères? Parce que c'est un dossier international, parce que la Cour pénale, parce qu'il y a eu beaucoup de crimes dans ce pays, hein, Monsieur le Président, il y a eu beaucoup de crimes. Ce dossier, c'est un dossier comme tous les autres. Quand je vois des gens prendre ça comme la fin du monde, la Guinée est loin de la fin du monde. Les fils de la Guinée sont loin de la fin du monde, Monsieur le Président. C'est une question de génération. On croit que tu vois des gens courir en bandoulière. Ce dossier, c'est quoi, après tout? Je ne banalise rien. Je sais qu'il y a eu des faits graves. Mais, Monsieur le Président, il faut que la justice fasse son travail et correctement. Celui qui a été vu, contre lequel il y a des preuves irréfutables, qu'il soit condamné, même si on va le pardonner, mais qu'il soit condamné. Vérité après réconciliation. Mais qu'on aille sous la base des supputations, tel dit j'ai vu tel, et puis on fatigue la justice avec ça. Mais c'est pour vous fatiguer. Le parquet n'a pas de dossier. Ce n'est pas un dossier ça. C'est pour vous fatiguer. Un homme qui vient raconter des histoires, qui vient dire simplement, bon voilà, moi je l'ai vu. Et j'ai dit à un moment donné, c'est toi ça. Il m'a donné un coup. Je suis tombé. Je me suis réveillé. Il m'a violé. Après, il m'a laissé dans les mains des militaires. Je ne sais pas si les militaires là m'ont violé. Après, j'ai couru, je suis parti à l'Oasis et je suis parti à la maison. Et puis, on veut nous faire avaler ça comme des couleuvres. Je refuse, Monsieur le Président. Et je vous prie de refuser cela. Je ne dis pas que peut-être qu'il n'y a pas eu viol, ou il y a des certificats. Mais ceux-là qui ont commis ces infractions sont dans la nature. Ils n'ont pas été interpellés. L'enquête a été fourvoyée, Monsieur le Président. Il y a eu la pression, il y a eu la récupération. On a voulu faire des choses à n'importe qui, Monsieur le Président. Peut-être sauf à votre juridiction. Et j'ouvre une parenthèse, Monsieur le Président. C'est l'occasion pour moi d'ailleurs de remercier Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel. Il n'est pas trop visible dans l'affaire, mais il a beaucoup contribué pour la réussite de ce procès.
Il a beaucoup contribué. Il est juste, c'est un homme juste. À mon avis, ça n'engage que moi. Donc le tribunal ne peut pas rentrer en condamnation sur la base de simples affirmations. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de témoignage. 14 ans durant, ce monsieur, il est privé de sa liberté. Parce que tout simplement, une vieillesse dit, je l'ai rencontré, il m'a violé. Monsieur le Président, vous savez, c'est trop dangereux. Notre pays... Ah, Monsieur le Président, les juges d'instruction, peut-être on dit, lui, on va le maintenir, parce que dès qu'on le libère, chaque 28, il y a des manifestations, il y a ceci, il y a cela. On dit, il faut le renvoyer devant la justice. Si la justice le libère, mais même ça, il y a eu des gens qui ont été libérés, ils ne sont pas sortis, qui ont été acquittés, ils ne sont pas sortis. Comment? Si on ne fait pas confiance à la justice, à quelle institution dans ce pays on va faire confiance? Mais vous avez des assesseurs intègres, Monsieur le Président. Moi, je suis rassuré et soulagé. Vos assesseurs, là, je compte beaucoup sur eux. C'est vrai. Certes, c'est le doyen maintenant parmi les jeunes, mais ils ont le courage de leurs convictions. Tel que le juge Thiraud du tribunal de première instance de Kaloum. J'ai été émerveillé. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas accepter cela. Vous ne pouvez pas croire à cela. Le viol, c'est un crime contre l'humanité. Personne ne peut le nier. Mais est-ce que, parole contre parole, sans preuve, rien, dire simplement oui, il a reconnu, ça ne passe pas. La loi ne dit pas que reconnaître quelqu'un et l'accuser de viol, c'est ça l'infraction et c'est ça la preuve. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas, Monsieur le Président. Ça ne peut pas aller comme ça. Il faut des éléments. Il faut la preuve. Et Mamadou Aliou Keïta, très malheureusement, il a promis le mariage à une dame, ça n'a pas marché. Et comme il est connu, la dame l'a vu de l'autre côté, il dit, ah voilà, lui je l'ai vu au stade, alors je peux lui coller quelque chose. Et malheureusement, on a cru à ça, et voilà. Un bon gendarme, très bon sportif, qui s'est classé toujours meilleur parmi les meilleurs, qui a gardé les personnalités ici, que la Guinée continue à perdre, parce qu'il est en train de pourrir en prison sur la base de contre-vérités mensongères, Monsieur le Président. Mais vous allez juger. Dieu aussi va juger, Monsieur le Président. Il y a l'autre justice, mais il y a la justice de Dieu. Cette dame-là, elle est sans état d'âme, Monsieur le Président. Elle a reçu, selon elle, un coup de crosse sur sa tête. Quelle est la blessure qui a été présentée ici? Elle a dit ici, Monsieur le Président, enfin, dans son PV, et ici à la barre, que 2 militaires se sont emparés d'elle. Je ne sais pas si on l'a violée ou pas. Ah, c'est contradictoire. D'un côté, vous dites, M. Keïta m'a violé. Quand il m'a laissé, 2 autres militaires se sont emparés de moi. Je ne sais pas s'ils m'ont violé ou pas. On peut croire à une telle dame, Monsieur le Président, qui va de divagation en divagation. Et comme c'est les événements du 28 septembre, quiconque est cité, allez, il faut le mettre là-dedans. Encore ceux-là qui ont pu échapper jusqu'à leur arrestation fatidique à l'ouverture du procès, alors qu'ils ne devaient même pas être en détention. On l'a dit ici et répété. C'est pourquoi moi je vous demande de vous méfier de ce parquet, Monsieur le Président. Il faut vous méfier de ce parquet qui n'a pu rien rapporter dans cette affaire en termes de preuves. Monsieur le Président, donc je plaide non coupable des faits de viol jusque-là poursuivis contre M. Mamadou Keïta et qui est détenu depuis 14 ans. Et je vous prie de l'acquitter purement et simplement en application des dispositions de l'article 544 du Code de procédure pénale. Quitte de la Constitution ou des constitutions de partie civile contre colonel Ibrahima Kalonzo Kamara et l'adjudant-chef Mamadou Aliou Keïta. Monsieur le Président,
Les constitutions de partis civils contre les sous-nommés seront également boutées dehors, rejetées, car, à mon avis, et de l'appréciation des éléments, des débats à l'audience, Monsieur le Président, de toutes les preuves apportées par les uns et les autres, notamment les partis civils, le parquet et la défense, il résulte aisément de tout ce qui précède que mes clients n'ont commis ni crime, ni délit, ni contravention. Ils n'ont commis aucune faute génératrice de dommages et intérêts. En ce qui les concerne les deux, les multitudes de réclamations des partis civils contre eux seront purement et simplement rejetées, Monsieur le Président. Je vous prie de décider dans ce sens. C'était la première plus grande partie de mon intervention. Je voudrais aborder la fameuse question de requalification. Aujourd'hui, c'est le cheval de bataille des procureurs. Le ministère public représenté auprès de cette juridiction. Au départ, M. Mamadou Keita, Ablaye Kalonzo et tous les autres étaient poursuivis pour des infractions telles que réprimées par le code pénal. Et les chefs, ils étaient poursuivis pour complicité. Depuis 14 ans, c'est sur ça que nous sommes, Monsieur le Président. L'ordonnance de renvoi est très claire. Les charges y sont contenues. Et vous êtes saisis in rem in persone. Je ne peux pas vous l'apprendre. Il y a eu non, même Monsieur le Président, la décision que vous allez prendre doit être conforme à la loi. Le tribunal a intérêt, toutes les parties ont intérêt. C'est important. Évitons toute complaisance dans ce dossier, Monsieur le Président. Moi, je ne pense pas que ce dossier est jugé en Guinée. Les faits se sont produits en Guinée. Et c'est le code pénal guinéen qui s'applique. L'article 28 du statut de Rome est un article qui prévoit effectivement le crime contre l'humanité, sauf erreur de ma part. La Guinée aussi a interné ces infractions. Mais, Monsieur le Président, en bon juriste, vous savez, il y a une chose, comprendre un texte de loi, l'interpréter et l'appliquer, Monsieur le Président, c'est très important. Ce que moi je sais, ce que nous on a appris, parce que chacun peut apprendre à sa façon. Et certains pensent qu'ils sont plus forts que les autres, mais c'est Dieu qui est fort, Monsieur le Président. Il ne faut rien minimiser dans la vie, c'est Dieu qui est fort. Lorsque vous venez devant une juridiction de jugement, une ordonnance de renvoi est prise. L'infraction abus de confiance est par exemple indiquée. Vous quittez le cabinet d'instruction, vous venez devant la juridiction de jugement. Moi, je ne suis pas magistrat, mais nous ne sommes pas loin des magistrats aussi, parce que pratiquement nous avons les mêmes textes. Et il n'est pas exclu un jour qu'on se retrouve à votre place, vice-versa. Donc rien n'est impossible dans la vie. Soyons modestes et humbles. Tout le reste n'est que vanité. Monsieur le Président, pour moi, ma petite compréhension, vous venez devant la juridiction de jugement, soit sur renvoi, sur citation directe ou sur avertissement, bon, enfin, selon le mode de saisine. L'infraction, c'est abus de confiance, escroquerie par exemple. Les débats sont ouverts. Vous continuez, le juge d'instruction, carrément, il a renvoyé pour abus de confiance. Au beau milieu des débats, le juge se rend compte que bon, ce n'est pas abus de confiance, c'est plutôt stélionnat. Un stélionnat, ou c'est vol, par exemple. Parce que ce sont des infractions qui portent atteinte au bien. Mais le mode d'opération diffère. Le voleur agit en fraude.
Celui qui abuse profite de la confiance placée en lui pour la trahir. Celui qui escroque joue sur la petite naïveté de sa victime pour s'emparer de la chose qu'il convoite tant, en mettant des manœuvres. On le juge, vu que ces infractions sont très proches, peut penser que bon, au lieu que ce soit l'abus de confiance, parce qu'avant, l'abus de confiance, comme vous le savez, reposait sur des contrats. Je crois qu'aujourd'hui, c'est battu en brèche. On peut dire, bon, maintenant, je mets au débat, ou d'office, ou sous demande du ministère public au débat, qu'on discute de l'escroquerie. Vous discutez, voilà. Mais, Monsieur le Président, ça c'est différent, totalement différent. C'est comme entre la terre et le ciel. Au cabinet d'instruction, vous discutez de cette question de qualification, de fond en comble, avant qu'une ordonnance ne soit prise. Le juge d'instruction prend une ordonnance et renvoie pour abus de confiance, par exemple, mais tout en écartant la question de la réqualification. À supposer que c'est une ordonnance de non-lieu, le parquet fait appel, parce qu'il a un droit absolu, c'est qu'il y a aussi une inégalité dans la procédure. Les parties ont un droit limité, mais le procureur a un droit absolu. Il a le droit de relever appel de toutes les ordonnances juridictionnelles rendues au cabinet d'instruction. Vous venez devant la chambre de contrôle de l'instruction sur la même question. Donc le tribunal de base n'est pas saisi encore. La chambre de contrôle confirme, rejette la question de requalification. Bon, le parquet tout puissant de la Cour d'appel va devant la Cour suprême. La Cour suprême confirme la décision de la Cour d'appel. Et cette question-là, elle est déjà inscrite des débats. Disons-nous la vérité. Disons-nous le droit. Vous ne pouvez... Et puis nous avons fait les mêmes études. Hein. C'est le temps que chacun de nous prend pour lire les ouvrages qui diffèrent. Chacun de nous, on a fait les mêmes études. Vous ne pouvez pas nous comme si nous ne sommes pas, un seul jour, on n'a pas fait étude de droit. Une question comme ça, qui a fait l'objet de poursuite, en première instance, en appel, devant la Cour suprême, qui est réglée. La Cour suprême rend un arrêt. Comme c'est un dossier du 28, c'est la Cour pénale ou ceci ou cela. Je ne banalise rien. Moi, je suis en droit, hein, s'il vous plaît, je suis en droit. Vous venez devant la juridiction du jugement, et puis les esprits malins, excusez-moi entre guillemets, hein, les parties insatisfaites toujours, reviennent déposer cette même question sur la table. Parce que la complicité qu'on reprochait à certains accusés, il ne peut plus tenir. Parce qu'on ne peut pas établir qu'ils ont pris part à la commission des infractions. C'est impossible. On ne peut pas établir la preuve qu'il y ait des instructions qui ont été données ou pas. C'est impossible. C'est-à-dire que les accusés, le parquet a été dans l'impossibilité de prendre les accusés la main dans le sac. C'est la justice qui est responsable de ça. Il faut se dire la vérité. Quand une infraction est commise, vous le savez plus que moi, on n'a pas besoin de demander au procureur de poursuivre. C'est automatique. Même si nous étions dans un régime militaire ou d'exception. Mais à l'époque, il y avait un procureur de la République à Dixine. Si le lendemain des crimes, des poursuites avaient été déclenchées, on aurait mis la main sur les présumés responsables. C'était encore à chaud. Vous attendez, les gens quittent les lieux. Quand on s'assoit, on fait un calcul. Ah oui, tel, il est là-dedans. Ah oui, tel, il est là-dedans. Ah oui, tel, il est là. Voilà comment ils se sont tous retrouvés ici. Et vous voulez nous faire croire quoi, après tout? Monsieur le Président, cette question est déjà évacuée. En tout cas, c'est ce que moi j'ai appris. Hein. On ne peut plus revenir sur cette question, qui a fait l'objet crescendo de discussions et de décisions en cascade. On ne peut plus. Parce que le parquet n'a pas pu établir la preuve, par exemple, qu'un des accusés s'est rendu au stade où il a tiré sur les manifestants, où il a violé sur les manifestants, où il est complice, où il a donné des instructions, où il a incendié. Comme on n'a pas pu, on dit, bon, il faut changer de fusil d'épaule. Nous ne sommes pas des totaux. Nous aussi, nous avons le temps de réfléchir. Et moi, je ne serai jamais d'accord. Monsieur le Président,
une telle question ne peut plus revenir devant une juridiction de base. Et quand on dit non, c'est au cours des débats, quand la question est soulevée, ça ne passe pas. Ce n'est pas vrai. En droit, ça n'existe pas. Et je suis formel. J'ai dit que si c'est une question qui n'avait pas été examinée, là, d'accord, on peut revenir. On peut en discuter. Mais une question qui a fait des débats, qui a fait l'objet de décisions, depuis le cabinet d'instruction. Alors, vous voulez nous dire ici, on veut nous faire croire ici, que l'arrêt de la Cour suprême, là, mieux vaut l'amener à Madina, pour aller vendre le poisson là-dedans, ou bien donner aux gargotières. Et pourtant, c'est cet arrêt-là qui a confirmé qu'il n'y a plus de recours. C'est cet arrêt qui a confirmé que les partis, vraiment l'instruction préparatoire est terminée. C'est cet arrêt qui a décidé que désormais le procès peut s'ouvrir. Malgré qu'il fallait attendre. Mais chaque chose arrive. Chaque chose a son temps. Ah, Monsieur le Président, la tête du juge contient des secrets que même son oreille ignore. Subtilement, vous avez joint cette question au fond. Ça nous a laissé perplexes. Bon, à interpréter autrement, c'était un rejet qui ne disait pas son nom du côté du parquet. Parce que le parquet était venu avec un lot de dossiers. Voilà, il faut requalifier tel statut de Rome. Voilà ça. Vous avez dit, moi j'ai joint ça au fond. Bon, le tribunal aurait pu quand même aller très loin en rejetant cette question. Pour ne pas qu'on nous fatigue, ou qu'on nous fatigue encore avec cette question de requalification. Mes confrères diront mieux que moi sur la question. Monsieur le Président, le 19 juin 2015, le procureur de la République, avant eux, ils ont félicité un procureur ici. Moi aussi, je le félicite. J'ai été toujours opposé à lui. Toujours. Il m'a enseigné. Mais c'est un homme, Monsieur le Président. C'est un homme de principe. Je ne dis pas que son absence a beaucoup joué, parce que la vie, c'est la vie. Mais, Monsieur le Président, si le procureur qui avait poursuivi cette procédure était sur le banc du ministère public, je ne pense pas qu'il allait revenir sur cette question. Bon, peut-être, mais je ne pense pas. Le connaissant, bon, j'ai eu Atom Krouchi avec lui dans plusieurs dossiers. Mais c'est un homme de principe. Quand il succombe bon, avec beaucoup de nervosité, il faut le reconnaître, c'est la nature humaine. Mais il n'allait pas revenir sur cette question, sachant bien que cette question est déjà réglée. Donc, suivant un réquisitoire supplétif de Monsieur le procureur de la République en date du 19 juin 2015, certains accusés ont été inculpés pour responsabilité de commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques sous la base de l'article 28 du statut de Rome. Le dit article, récemment transporté à l'article 198 du nouveau code pénal du 26 octobre 2016, vise les infractions de génocide et de crimes contre l'humanité qui n'étaient pas prévues dans le réquisitoire introductif du 8 février 2010. Ainsi, l'ordonnance de renvoi et de requalification de non-lieu et de renvoi devant le tribunal criminel a requalifié les faits de responsabilité de commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques en fait de complicité prévue aux articles 19 et 20 du Code pénal. Le contenu de l'ordonnance. Les juges d'instruction, tout au début, ont rendu leur ordonnance en disant non, on ne peut pas requalifier. La requalification dont vous parlez, ces faits sont antérieurs évidemment à la rentrée du Code pénal en vigueur. Donc, c'est pratiquement et juridiquement impossible. Et l'ordonnance de renvoi, de requalification de non-lieu partiel devant le tribunal, effectivement,
à requalifier, Monsieur le Président, les faits de responsabilité de commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques en fait de complicité prévue à l'article 19 et 20. Voilà la problématique. Et c'est ce qui gêne de l'autre côté. Parce que la complicité, on ne pourra pas, ils ne pourront pas établir la complicité. Et comme tout le monde croit en Dieu, chacun pense à Dieu, Dieu appartient à tout le monde. Donc il faut aller directement dans le crime contre l'humanité pour ne pas que des innocents échappent. C'est tout. C'est le pied, c'est l'objectif. Sinon, ça n'a aucune valeur juridique, Monsieur le Président. En droit, c'est inopérant. Donc les juges d'instruction ont été très clairs. Nous ne pouvons pas poursuivre ces supérieurs hiérarchiques parce que ça réjaillit sur mes clients. C'est comme si mes clients ont été des exécutants. C'est comme si les supérieurs hiérarchiques là, on a tourné, retourné, on n'a rien trouvé contre eux, mais comme c'était des chefs, le fait d'être simplement chef, il faut le condamner. On doit refuser ça dans d'autres pays, Monsieur le Président. Hein. Il faut qu'on refuse cela. Ce n'est pas parce qu'on est chef qu'on peut être automatiquement condamné. Ce n'est pas possible. Donc, sur appel des ordonnances, de l'ordonnance de requalification et de non-lieu et de renvoi, du pouls de juge d'instruction, la chambre de contrôle de l'instruction, la deuxième chambre, a rendu l'arrêt numéro 23 du 18 mai 2018. Monsieur le Président, cette chambre était présidée par une dame de valeur que vous connaissez. Elle est très courageuse. Et elle a rendu de très bonnes décisions. Et d'ailleurs, c'est son courage qui l'a propulsée aujourd'hui comme secrétaire générale du ministère de la Justice, parce qu'elle osait dire le droit. Il faut oser dire le droit, Monsieur le Président, c'est important. N'écoutez personne, ne regardez personne, parce qu'au-delà de tout, chacun est personnellement responsable devant l'histoire de ses comportements. Nous sommes là en Guinée, on voit beaucoup de choses, surtout dans l'appareil judiciaire. Et ça, c'était une demande des partis civils. Une demande de ceux qui tiennent coûte que coûte à ce que deux choses. D'abord, que ce dossier soit jugé ailleurs. Ensuite, Monsieur le Président, que les chefs militaires ne puissent pas échapper coûte que coûte. Mais comment on peut chercher à les impliquer dans des faits qui les attristent eux-mêmes, qui les choquent eux-mêmes, qui les touchent eux-mêmes, qui ont été commis contre leur propre volonté, Monsieur le Président? Comment? C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à Mme Irène Agimalis. Elle me pardonnera de l'avoir citée. Mais je sais qu'elle est très courageuse, Monsieur le Président. Elle a libéré des gens ici qu'aucun juge n'allait oser libérer. Hein. Ça, je sais. Parce que quand au lieu on dit on ne veut pas voir tel dehors, vous venez dire bon, moi je te libère. Son courage a payé. Son courage a payé. Heureusement, elle est avec quelqu'un d'autre aussi qui est très courageux, Monsieur le Président. Je me rappelle encore quand on a donné des non-lieux ici à des militaires qui sont bien haut placés aujourd'hui, qui étaient impliqués dans l'attaque du 19, depuis la Turquie ou dans un autre pays. Le chef s'était fait entendre. Je ne suis pas d'accord. Il faut qu'ils soient tous replacés. Ils ont été tous repris encore. Mais finalement, la Cour a décidé en leur faveur. Donc, Mme Irène a été très courageuse. Elle a dit le droit sur la question de requalification. Insatisfaite, la partie civile insatisfaite saisit la Cour suprême. Sur pourvoi, la Cour suprême, statut en matière pénale, rend l'arrêt numéro 06 en date du 25 juin 2019. Et c'est bien en exécution de cet arrêt que le procès a été ouvert et les débats entamés. Et étant entendu que la question, la fameuse question, la triste question, la question cadavre de requalification est déjà totalement évacuée par la Cour suprême. Une question évacuée par la Cour suprême,
que le tribunal de première instance va réexaminer. Monsieur le Président, c'est une erreur. Vous savez, après ici, on ira en appel, hein, c'est sûr. C'est indiscutable. Mais nous, notre souhait est que tous nos clients là soient dehors. Après, on peut continuer en appel. Ça sera fastidieux que les juges d'appel disent, par exemple, que vraiment, il ne fallait pas toucher à cette question qui est réglée. Monsieur le Président, contre toute attente, après plusieurs mois de débats, le 1er mars 2024, une nouvelle réquisition aux fins de réqualification tombe. C'est-à-dire que c'est devenu, cette question de réqualification est devenue comme un ping-pong, un ballon. Quand la partie civile tente, elle n'arrive pas, elle passe le relais au procureur. Adieu, Monsieur le Président. Sinon, depuis longtemps, la partie civile est derrière cette affaire. Hein. Elle a tenté, elle a échoué. Le parquet a tenté, le parquet a échoué. Au beau milieu des débats, le parquet revient encore avec cette question. Et c'était le 1er mars. Et au cours des plaidoiries des parties civiles et des réquisitions du parquet, ces deux parties reviennent sur la même question et sollicitent mordicus la réqualification des faits. Il se trouve que cette question de réqualification, Monsieur le Président, comme dit plus haut, a déjà été évacuée, tranchée, boutée de ce dossier. Effectivement et irrévocablement, il y a chose jugée en la matière. Et l'article préliminaire, l'article 4 du Code de procédure pénale, l'article préliminaire alinéa 4, précise que toute poursuite cesse dans le cas où la personne en cause justifie avoir été déjà jugée définitivement pour les mêmes faits et en cas de condamnation que la peine subie a été prescrite. Et l'article 2 du même code ajoute que l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée. Dans le cas d'espèce, Monsieur le Président, il y a manifestement chose jugée dès lors que l'arrêt numéro 06 du 25/6/2019 rendu par la Chambre pénale de la Cour suprême a définitivement tranché la question de réqualification, la fameuse question de réqualification qui ne vise qu'un seul but, faire en sorte que les innocents soient condamnés. Comme on n'a eu aucune preuve contre eux, il faut passer par ce stratagème pour pouvoir obtenir leur condamnation. Sinon, aucun fait matériel n'a été établi à leur encontre. Et c'est justement cet arrêt définitif qui a permis effectivement la tenue de l'audience. Ensuite, Monsieur le Président, la question de réqualification mérite d'être rejetée en application du principe de la légalité des crimes et des délits. Les latins diront « ni l'homme crimen, ni l'homme poena, sine legem ». Ce principe, c'est un principe fondamental du droit pénal, également rappelé par l'article 5 du Code pénal, qui dispose que nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. La loi qui efface la nature punissable d'un fait ou qui allège une peine a un effet rétroactif. Elle arrête toute poursuite en cours, ainsi que l'exécution de la peine. La loi qui allège une peine s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et qui n'ont pas donné lieu à une condamnation passée en force jugée. La loi qui rend un fait punissable ou qui aggrave une peine n'a point d'effet rétroactif. C'est très clair. C'est très très clair. Pourquoi on veut passer à côté? Pourquoi, coûte que coûte, on veut passer à côté? Pourquoi, coûte que coûte, on veut nous faire admettre dans cette salle? Pourquoi, coûte que coûte, on veut induire le tribunal en erreur?
Mais vous ne vous laisserez pas faire. Ça, j'en suis convaincu. Et j'en suis persuadé que vous n'allez pas vous laisser faire. Messieurs les assesseurs, vous n'allez pas vous laisser faire. Ça, j'ai cette certitude. Monsieur le Président, quoiqu'ayant ratifié le statut de Rome, bien avant les événements du 28 septembre 2009, la Guinée a internalisé les incriminations relevant de la compétence de la Cour pénale internationale 7 ans après la commission des faits poursuivis devant le tribunal criminel de Dixine dont vous avez la charge de présider. Le code pénal de 2016 étant une loi de fond, il ne saurait raisonnablement rétroagir, Monsieur le Président, sur les faits antérieurs à son entrée en vigueur, comme d'ailleurs indiqué à l'article 6 et 7 du Code pénal qui dispose que sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la loi pénale, à la date à laquelle ils ont été commis. Ne peuvent être prononcées que les peines légalement applicables à la date de la décision. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ont fait l'objet d'une condamnation passée en faute jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur les lois de compétence et d'organisation judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'est pas rendu en première instance. Les lois fixant les modalités et les formes de la poursuite, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines. Toutefois, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines comportent des mesures plus sévères. Elles ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur. Monsieur le Président, la loi est très claire. Pourquoi on veut passer à côté? Pourquoi on veut sacrifier les innocents? Pourquoi on veut coûte que coûte obtenir des condamnations qui ne reposent sur aucune base légale? Les articles 6 et 7 sont clairs, très clairs, comme l'eau de roche, Monsieur le Président. Pourquoi par des gymnastiques juridiques on veut vous induire en erreur, Monsieur le Président? Notre souhait est que vous rendiez une décision et dormez tranquillement. La loi expressis verbis dit que les lois de compétence, par exemple, qui sont des lois de forme, des lois de procédure, s'appliquent immédiatement. Un exemple. Le code pénal, le nouveau code pénal date de 2016. Monsieur le Président, notre enfance est dans un passé très récent. C'est la cour d'assises qui jugeait les crimes. Évidemment, ils étaient habillés en rouge. Mais oh là là, c'était cérémonial, hein? C'était solennel. Quand on organisait, on disait c'est la cour d'assises, c'était solennel, mais aussi, on n'envoyait pas n'importe qui devant la cour d'assises parce qu'il y avait un filtrage. Hein? Quand le juge d'instruction finit, la chambre d'instruction à l'époque, ou la chambre de mise en accusation, voilà, c'est le nom. On a un peu tourné notre bosse. Hein? La chambre de mise en accusation filtre, enlève les impuretés. C'est pourquoi on dit que l'arrêt de la chambre d'accusation purge les nullités. Cette chambre ne laissait pas, comme en ce cas, hein, quelqu'un qui vous dit hey, j'ai tel comme témoin, on ne l'appelle pas. C'est pourquoi j'ai dit que vos prédécesseurs ont bien travaillé. À leur temps aussi, il y avait mais il y avait l'espoir, il y avait des garanties. Donc en ce moment, la cour d'assises ne relève pas, les crimes ne relèvent pas de la compétence des tribunaux de première instance, comme maintenant. Mais c'est la cour d'appel les présidents de la cour d'appel qui formaient
la formation du jugement de la Cour d'assises. Autrement dit, les crimes relevaient de la compétence de la Cour d'appel. Bon, je peux me tromper, mais c'était comme ça. Et la décision qui intervient, les aînés sont là, hein, il n'y a que des aînés qui sont sur le banc. C'est une décision qui ne peut être frappée que d'un pourvoi en cassation. Je crois que c'est à la faveur des grandes réformes du ministre Cheikh Sako que je salue le passage, que je félicite pour tout ce qu'il a fait pour la justice guinéenne, qui a été un ministre exemplaire. Et c'est lui qui a mené ces réformes, Monsieur le Président. Et à la suite de ces réformes, désormais, les tribunaux de première instance connaissent des crimes, avec possibilité d'appel devant la chambre des appels criminels de la Cour d'appel, si c'est encore l'appellation. Donc, c'est que la première organisation ne tenait pas compte du principe du double degré de juridiction, mais la seconde, maintenant, tient compte du principe du double degré de juridiction. C'est encore une garantie donnée à un accusé de se défendre devant deux juridictions avant de se retrouver devant la Cour suprême. Et cette loi-là, dès qu'elle a été votée en 2016, immédiatement, elle a commencé à s'appliquer. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous sommes devant vous. Ça, c'est une loi de procédure. Mais une loi pénale sévère, qui est antérieure à la rentrée en vigueur d'une nouvelle loi. Et la nouvelle loi est plus douce que l'ancienne loi. Mais elle s'écarte. Ça, c'est automatique en droit. Donc, Monsieur le Président, sous le bénéfice de tout ce qui précède, je sais que la question fera l'objet de débats par mes éminents confrères qui vont me succéder. Et il vous plaira de rejeter purement et simplement cette question de déqualification. C'est un piège, c'est un danger, Monsieur le Président. Cette question-là est réglée. Il vous plaira de ne plus en tenir compte. Monsieur le Président, je ne pense pas avoir tout dit. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais je crois, à mon humble avis, Monsieur le Président, que pour une très bonne justice dans cette affaire, tous ces accusés ici présents, Monsieur le Président, se sont défendus, et ils se sont bien défendus, et ils ont été bien défendus à mon avis. N'acceptez pas les peines électroniquement distribuées par le ministère public. Ce sont des innocents. Monsieur le Président, je vous prie de faire droit à toutes mes prétentions. Je voudrais terminer, une fois de plus, par demander à nos clients, tous ici, de prendre courage. Personne ne souhaite être à votre place. Mais ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Le destin, il est ce qu'il est. Et ma prière est qu'une bonne décision soit rendue et que vous puissiez recouvrer votre liberté, Monsieur le Président. La liberté n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix, Monsieur le Président. La vie n'a pas de prix. Monsieur le Président, aujourd'hui et demain, ce procès, c'est un procès historique. Toute la Guinée compte sur vous. Vos concitoyens comptent sur vous. Vous jugez, mais vous êtes également jugé, Monsieur le Président. Nous souhaitons que votre référence soit la loi et votre intime conviction. Quand la clameur publique poursuit un innocent, la société poursuit un innocent, Monsieur le Président,
Il vous appartient, vous seul, de rétablir cet innocent dans ses droits. Tous nos clients ici ont souffert. Ils ont tout perdu. Leur honneur a été souillé. Leur dignité a été souillée, Monsieur le Président, dans des accusations montées de toutes pièces, sous fond de règlement de compte et d'injustice totale, Monsieur le Président. C'est pourquoi, principalement, je voudrais vous dire, Monsieur le Président, que ce procès n'est pas seulement organisé pour distribuer des peines ou pour faire des condamnations qui ne reposent sur aucune base légale. Dans ce pays, il y a eu beaucoup de crimes, Monsieur le Président, qui sont restés impunis au prix de la paix, au prix de la réconciliation, au prix de la justice, Monsieur le Président. La justice aussi a une mission de réconciliation. La justice aussi a une mission de paix. La justice a une mission, Monsieur le Président, de cohésion sociale. Mais prenez l'exemple sur la Côte d'Ivoire. Il y a eu des élections là-bas. Ces élections ont été contestées. Le gagnant n'a pas pu regagner son poste. Attends, le perdant s'est accroché au pouvoir. C'était le carnage. Finalement, le pouvoir est revenu au gagnant qui avait été martyrisé, traumatisé, Monsieur le Président. Et la justice avait été mise à contribution. Parce qu'il y a des magistrats là-bas qui avait dit que sa mère n'était pas ivoirienne. Il faut qu'on évite l'instrumentalisation de la justice. C'est dangereux dans un pays. Mais je ne sais pas quand est-ce que nous allons nous en sortir. Parce que celui qui vient, il est bon. Mais à un moment donné, il vire à 190 degrés. Tout près ici, au Bénin ou au Togo, avec Yahi Boni, un magistrat qui avait refusé d'accepter que Yahi aurait été empoisonné par Patrice Talon, qui est aujourd'hui le président de la République, Monsieur le Président. Donc, la volonté du peuple de Guinée en organisant ce procès, de l'opinion nationale et internationale, c'est pour connaître la vérité. La vérité, puis la réconciliation. C'est pourquoi le général de corps d'armée, M. Mamadi Doumbouya, a accepté que ce procès soit organisé. Mais bien avant lui, il y a eu d'autres crimes dans ce pays. Il y a eu les crimes odieux, crapuleux du Kambouaro. Est-ce que ces crimes ont été jugés, Monsieur le Président? Non, ces crimes n'ont jamais été jugés. Pourquoi? Vous le savez plus que moi. Même les parquetiers le savent. Il y a des infractions qu'on ne poursuit pas. Hein, parce que les poursuivre va créer beaucoup plus de troubles que de paix, Monsieur le Président. Donc quand une infraction comme ça, c'est une infraction, mais l'opportunité, en la poursuivant, si vous savez que ça va créer beaucoup plus de troubles, mieux vaut ne pas poursuivre. Monsieur le Président, nous avons tenté l'expérience. Nous avons tenté l'expérience. Nous avons agi en justice, Monsieur le Président, contre un monsieur qui faisait des ouvrages, je ne dis pas son nom, paix à son âme, qui faisait des ouvrages et qui mettait en cause une dame notaire, je ne dis pas aussi son nom, dont le père est mort au Kambouaro. On a cité l'intéressé devant le tribunal correctionnel. C'est le plus long délibéré de l'histoire. Hein. Le dossier est en délibéré depuis 2002, ça n'a jamais été vidé. Depuis 2002, l'affaire est en délibéré là-bas. Quand nous sommes venus devant le tribunal correctionnel, contre la personne qui soutenait le PDG RDA avec toute sa force et qui légitimait les crimes, pendant que moi, ma cliente avait perdu son père dans les événements tragiques du Kambouaro, paix à son âme, le président Lassana Conté a dit hey, si vous prenez une décision dans cette affaire, c'est comme si vous avez jugé Sékou Touré.
Et si vous jugez Sékou Touré, demain moi aussi, Lansana Conté, je serai jugé. Le juge est parti de renvoi de délibéré en renvoi de délibéré. Quand vous venez dire, ah maître, vraiment, votre dossier là, attendez d'abord. Quand vous venez dire, ah maître, j'ai même oublié, venez après-demain. Il n'y a jamais eu de décision. Parce que si on avait pu obtenir l'unique décision là, dans cette affaire, beaucoup de Guinéens allaient se réveiller pour dire, ah bon, donc on peut poursuivre les événements de Kambaro, ça pouvait aller. Et ça allait réveiller les choses. Mais il n'y a jamais eu de décision. Je le dis, pour avoir défendu cette famille contre quelqu'un qui avait légitimé le crime. Et cette dame a perdu son père, qui était également ministre de la République. Donc il y a des événements qui sont exacts, qui arrivent. Nous sommes tous les fils de ce pays, ça peut arriver. Mais il ne faut pas qu'on prenne la justice maintenant là, comme un instrument, se mettre à leur trousse jusqu'à détruire leur vie. Monsieur le Président, il y a eu ici des événements relativement à 2007, ici. Le seul palais de justice, les deux palais de justice qui avaient échappé, c'était Doubreka et Forekaria. Ce sont les deux palais de justice qui avaient échappé à la destruction massive, à la casse. Doubreka et Forekaria. Dans tout le pays, tout le reste de la République de Guinée, toutes les justices ont été saccagées, incendiées par la révolte de nos concitoyens qui estimaient que la justice n'était pas rendue conformément à la loi. Bon, sans oublier les édifices publics aussi. Le général a dit, ah, laissez tomber ça. Personne n'a été arrêté, personne n'a été jugé. C'est arrivé ici. Ça n'a jamais été jugé. Mais tout récemment, le régime que nous venons de quitter, il y a eu combien de morts? Bon, on nous dit que les enquêtes sont en cours, encore que. Donc ce procès, il est fait pour la réconciliation, pour le pardon, pas pour la sanction. C'est pour réconcilier les Guinéens entre eux, dire la vérité. Et c'est une première, Monsieur le Président. C'est une première. Donc, Monsieur le Président, il y a eu des cas horribles qui se sont passés ici dans notre pays, qui n'ont jamais été jugés. Donc, il ne faudrait pas qu'on prenne ce procès, qu'on prenne ces événements comme étant des événements de dernière génération. Non, Monsieur le Président. Il y a un proverbe qui nous enseigne que si les enfants ou les fils d'une veuve s'entendent, ils peuvent revendre le vent, Monsieur le Président. Si la Guinée se réconcilie avec ses enfants, la Guinée s'entend, les Guinéens s'entendent entre nous, nous pouvons tout. On peut mieux se développer. Si on se départit des calculs mesquins, des considérations irrationnelles, mais les intellectuels que nous restons dans l'objectivité, Monsieur le Président. Monsieur le Président, un autre proverbe nous enseigne. Un jeune qui t'apporte une chaise est un voleur de la vieillesse, Monsieur le Président. C'est un proverbe ivoirien. Aujourd'hui, sous le banc des accusés, certains ont eu la chance d'occuper les plus hautes fonctions de ce pays. Ils n'ont pas fait que du mal. Ils sont resocialisables. Mes clients Kalonzo est resocialisable. Ablaye Keita est resocialisable, Monsieur le Président. Il vous plaira de les acquitter. Monsieur le Président, vraiment je termine. Aujourd'hui, c'est la fête de nos mamans, nos chères mamans. Je pense à ma défunte mère, paix à son âme. Je souhaite bonne chance à toutes les mamans du monde. Particulièrement, une fois de plus, à mes deux charmantes épouses, Mado et Aïcha, et à mes 3 enfants. Je prie Dieu, Monsieur le Président, qu'il guide vos pas et que ces innocents soient acquittés. Monsieur le Président, j'ai plaidé. C'est à vous et à vos assesseurs de juger. Je vous remercie. Maître Alassane Kaba.
pour M. Ibrahim Kamara Di Kalonzo. Monsieur le Président, honorable assesseur, merci à votre tribunal criminel de me donner l'opportunité de plaider dans ce dossier rocambolesque et historique. Historique tant par rapport à la date du 28 septembre, historique aussi par rapport au lieu où l'événement s'est passé, historique par rapport au nombre de victimes, historique par rapport à la personnalité des accusés. Monsieur le Président, honorable assesseur, comme mes prédécesseurs l'ont fait, et je pense que ça devient une tradition, je vais procéder à des remerciements aussi, pour ne pas que je passe pour un ingrat. Monsieur le Président, je remercie tous mes formateurs, tant de l'école primaire de Grand Bassam, en passant par Abidjan, Kankan, le lycée Mariam Gouabi et le collège Mariam Gouabi, je m'excuse, et le lycée Morfindian, en terminant par l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Monsieur le Président, je remercie mes parents aussi, qui m'observent à travers la télévision, à Kankan, bien entendu, la grande famille Kaba de Kankoula et de Sansidou. Monsieur le Président, honorable assesseur, je remercie aussi mes formateurs. Je vais parler de mon premier maître de stage, le bâtonnier Ahmed Tidjan Kaba, à côté duquel et de Maître Thérèse, dont j'ai commencé mon stage du métier d'avocat. Je remercie aussi mon deuxième maître de stage, Maître Amara Bangoura, à côté de qui j'ai connu de grands formateurs comme Maître Jamoussa Sobogui, assis présent dans la salle, Maître Ibrahima Khalil Kamara, et aussi Maître Mounir que je remercie. Monsieur le Président, toujours dans le cadre des remerciements, je remercie mes géniteurs, mon père et ma mère qui ne sont plus de ce monde, Père Aléham. Je remercie aussi tous les autres parents qui me suivent par rapport à ces procès historiques, dont je viendrai faire le décor après. Monsieur le Président, je vais vous raconter un peu ce qui m'a animé tout ce week-end. Parce que jusqu'à ce week-end, je n'avais pas mesuré l'ampleur, pas de ce procès, mais de l'accusé que je défends. C'est pour ça déjà, d'entrée, on est convaincu que c'est un procès historique. Depuis le début de ce procès, à l'audition de notre client, M. Ibrahim Kamara Di Kalonzo, j'ai entendu par-ci, par-là, les gens me dire, mais lui, il fait quoi au procès du 28 septembre? Il fait quoi là-bas? Lui, il n'a même pas sa place. Donc pour moi, je me disais, est-ce que même j'aurais l'opportunité de plaider dans ce dossier? Parce que j'étais convaincu, rassuré, que le ministère public allait requérir l'acquittement. Parce que bon nombre de personnes, à moins que le ministère public ait une vérité différente de celle du commun des mortels, j'ai été surpris, foudroyé, d'attendre dans la soirée du mercredi, requérir le ministère public à l'encontre de l'accusé Ibrahim Kamara Di Kalonzo une peine de réclusion criminelle de 15 ans. Alors là, je suis tombé des nues. Je ne croyais pas. Je me dis, mais est-ce que nous avons tenu compte de l'ampleur de cette situation qui se présente? Est-ce que réellement dans ces procès, on a l'intention de juger une affaire ou de faire
de cette affaire une autre situation. Parce que la vérité, on ne peut pas la voiler. Il faut la dire, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je me rappelle d'une histoire où on disait que dans le cadre de l'infraction, c'est le coupable qu'il faut rechercher. Le coupable, celui qui a commis l'acte. Mais il n'a jamais été question, dans le cadre de la recherche de la vérité, de chercher un coupable pour une infraction. C'est-à-dire, on a tendance à écarter les vrais coupables et à se donner, si vous voulez, l'opportunité de trouver des coupables à une infraction. Donc, le décor a été placé bien avant cette procédure. J'en viendrai, Monsieur le Président. Toute cette histoire débute à la mort du feu président général Lansana Conté. Si ma mémoire est bonne, le 22 décembre 2008, tard dans la nuit, on nous apprenait que le feu général Lansana Conté a succombé de suite de maladies. Tôt le matin, des mouvements ont commencé. Plus tard dans la journée, on a appris à travers un groupe de militaires sur les zones de la radio nationale, bien entendu de la télévision nationale, que la Constitution est suspendue, le gouvernement est dissous et que l'armée prenait ses responsabilités pour assurer la transition. Avec des promesses qui ont été faites, je ne rentre pas dans le but de ces procès. Tout ce que je sais, et qui reste évident, qu'on ne peut pas dénier, c'est qu'il y a eu le 28 septembre, organisé par les forces vives de la nation guinéenne, face aux actions du CNDD. Monsieur le Président, ce qui a abouti à ce tragique événement, dont le procès est en train de se dérouler et qui tend vers sa fin devant votre auguste et majestueux tribunal criminel. Monsieur le Président, je viendrai tout de suite à cette journée tragique dont beaucoup d'entre nous aimeraient connaître la vérité. Parce que jusqu'à présent, moi, j'ai reçu ma fin. Et je vais démontrer que j'ai reçu ma fin parce que réellement tout n'a pas été fait pour éclairer les Guinéens sur la situation du 28 septembre. Tout n'a pas été fait pour permettre aux Guinéens de voir la vérité sur la situation du 28 septembre. On a regroupé la situation du 28 septembre à un groupe d'individus, permettez-moi du terme, quand je parle d'individus, c'est au sens pénal, ou bien un groupe de personnalités, si vous permettez, Monsieur le Président, qui pourrait correspondre, qui pourrait être les responsables de cet événement tragique qui a fait des victimes. Monsieur le Président, avant de venir à cette question de tout ce qui a tourné autour du 28 septembre, de l'idée que s'est faite les Guinéens avant ce procès du 28 septembre, de tout le décor qui a été présenté par la presse, par les institutions internationales, par les ONG, par les Guinéens de bouche en bouche, on avait déjà une idée de reconnaître le coupable bien avant ce procès. Et très remarquablement, le ministère public est resté dans cette optique, n'a pas tenu compte de ce qui a été discuté, débattu devant lui. J'en viendrai. Monsieur le Président, honorable assesseur, ce n'est pas la première fois que je vous pratique. C'est pour ça que j'ai confiance. Sinon, j'ai eu peur. Je suis venu en homme révolté devant ce tribunal. Car on veut voiler la vérité. Elle ne sera pas voilée. On va la dire. Nous sommes tous Guinéens. Aucun Guinéen n'est étranger sur cette portion du territoire national. 245, 853 km², Monsieur le Président. Monsieur le Président, la vérité sera dit. Et on va l'accepter.
Ça fera mal à certains, mais au moins, on aurait fait face à notre histoire. Cette histoire de dire ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, de ne pas dire. Monsieur le Président, je vous ai pratiqué il y a plus d'une dizaine d'années. Je vous connais sage et épris de justice. Aussi, à l'endroit de vos assesseurs, je les ai pratiqués parfois. Je n'ai jamais douté une fois de leurs convictions. Et j'espère que ce sera de même dans le cadre de ce procès. Monsieur le Président, je remercie le ministère aussi public. Je le remercie pas par rapport aux réquisitions qu'ils ont eu à présenter dans le cadre de ce procès, parce que je suis quelqu'un de révolté contre ces réquisitions. Mais je les remercie par rapport à l'institution qui les représente. Et je les remercie aussi parce qu'ils font preuve de courtoisie et de sagesse dans d'autres procédures. Ce n'est pas un manquement à l'endroit du ministère public. J'ai du respect pour vous. Je remercie aussi les confrères de la partie civile. C'est évident, puisqu'ils nous ont remerciés. Par courtoisie, il faut les remercier. Et j'ai l'obligation même de les remercier. Parce que parmi eux, il y a deux de mes éminents professeurs, à la personne de M. Amidou Bari et de M. Suleiman Bari, que je salue à l'occasion. Il y a aussi des aînés qui, par occasion, dans les prétoires, les couloirs, en dehors des juridictions, me prodiguent des sages conseils. Je les remercie. Je remercie aussi les deux maîtres femmes qui font partie de la partie civile, qui créent un mélange qui donne un visage d'hétérogénéité à cette procédure. Parce qu'il n'y a pas du côté de la partie civile, presque il n'y a pas de femmes dans ce procès. Monsieur le Président, je remercie aussi du côté de la défense les deux avocats qui m'ont précédé ce matin, à la personne de Maître Mbombi Mara et de mon aîné, Maître Biavogui, Salfo Biavogui, qui a dit l'essentiel par rapport à notre client. Je m'efforcerai d'être à sa hauteur, même si je sais que ça sera difficile. Monsieur le Président, je remercie aussi les autres confrères qui sont présents dans la salle. Dans le cadre de ma plaidoirie, je commencerai par faire une plaidoirie d'école. Parce qu'il faut que je focalise les deux corps d'abord. Je me ferai le devoir de revenir un peu, parce que ça devient ambigu, flou, sur la question des responsabilités pénales. Qui est pénalement responsable?